s'appelle... Désolé pour la sonnerie, on reste en milieu scolaire, ça fait partie des charmes du direct. Donc en fait, c'est surtout l'attachement à un monsieur qui s'appelle Wang Ning, qui est en fait, qui était l'associé des éditions Xiaopan à l'époque, qui est la personne qui m'a fait venir en Chine justement pour être juré et qui m'a fait rencontrer cet éditeur chinois et qui m'a aussi fait rencontrer Carlos Aon dont tu viens de parler, qui est un dessinateur argentin que j'ai rencontré en Chine. En fait, on était jurés là-bas en même temps et du coup, on s'est liés d'amitié et c'est comme ça qu'on a décidé de travailler ensemble et on a 3 projets ensemble en ce moment. Ok, donc ce tour d'horizon n'est pas juste une métaphore, hein. C'est un vrai tour d'horizon mondial puisque tes BD s'exportent et nous reviennent pas parfois, puisque tu nous as bien expliqué que la BD Les Tribulations d'un Chinois en Chine avait peu de chances d'être traduite. Oui, bah, c'est même sûr, c'est-à-dire qu'aujourd'hui c'est un projet qui est derrière moi et tu vas vers la suite de l'avant. Oui, puis pour le coup, enfin voilà, j'expliquais mon attachement à ce monsieur et le fait si je signais le projet en France, ça voudrait dire travailler avec quelqu'un avec qui lui ne travaille plus, donc je ne souhaite pas, quoi, tout simplement. Très bien. C'est des histoires d'amitié aussi avant tout, en fait. Je comprends, et c'est sans doute ce qui y a le plus moteur pour un binôme qui fonctionne. C'est ça. Très bien. Alors, avant de passer à la suite et aux questions des lycéens, j'aimerais savoir si peut-être que tu peux pas tout nous dévoiler sur de prochains projets. Est-ce qu'on peut avoir un petit scoop sur la suite? Est-ce que on veut parler d'un éditeur en particulier, peut-être un plus gros éditeur? Est-ce que les projets en cours chez Petit à Petit, chez qui tu commences à avoir une certaine assise, oui, vont continuer? Qu'est-ce que tu peux nous dévoiler, peut-être que sans tout nous dire, puisque on te suivra toujours de près? Alors, ce qui n'est pas signé, je ne peux pas en parler. Mais effectivement, là, ça se bouscule cette année, c'est-à-dire que j'ai 3 projets qui devraient sortir, enfin, j'en sais rien. En tout cas, voilà, j'ai 3 projets qui sont où je suis en train de discuter avec des éditeurs qui sont des éditeurs qui sont plutôt voilà, des éditeurs de premier plan, mais c'est pas signé, donc je ne dis rien. En sortie, il y a ce que je vous dis, il y a donc les Pieds Nickelés qui sortiront en juin. J'ai aussi participé chez Petit à Petit de façon plus collective à un bouquin pareil, un docu-BD sur la ville de Nantes. Et puis on travaille sur différents projets avec cet éditeur. Parfait. Une dernière question qui me semble peut-être à explorer. Est-ce que tu es un scénariste, mais je crois qu'on peut le dire sans trahir de secret, c'est pas ton métier principal. Est-ce que tu penses un jour vivre de tes scénarios de BD? Tout simplement. C'est une question un peu cash, mais je pense que comme on a beaucoup d'élèves qui sont aussi en lien avec des projets artistiques et dans une démarche de spécialité art plastique, c'est une question qui a sa pertinence. Alors, c'est pas facile comme question. Non, je te laisse réfléchir. non, je vais raconter 2 choses. Ok. En 2010, donc vous aviez aussi ils étaient nés. Vous aviez quel âge en 2010? 4 ans. Bon. Ça dépend, il y a des premières, des terminales et quelques secondes. Donc en 2010, je quitte un boulot en me disant je vais faire qu'écrire. Donc je suis tout heureux, mais en 2010, je viens d'acheter une maison, je viens de me marier, et Robin, là, qui est en 5e ici, vient de naître. Et, dans la voiture, à l'arrière de la voiture. Non, ça c'est marrant. Ah, pardon. Je travaille avec un éditeur, on a vu quelques couvertures passer, je tairai le nom. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le milieu de l'édition, on n'est pas payé chaque mois, on n'est pas salarié, donc on est payé, on va dire, au cachet, et puis on a des avances sur droit ou pas, et puis on a des droits annuels. Et il y a une maison qui était une maison avec qui je m'entendais plutôt bien,
et à qui j'ai pas demandé en fait d'avance sur droit. Et en fait, les droits doivent tomber en juin pour cette maison d'édition. Et en fait, j'avais fait 5 bouquins pour eux. Autant dire que j'avais bossé 1 an pour eux. Et en mai, ils ont mis la clé sous la porte. Ça peut arriver. Donc j'ai travaillé 1 an gratuitement. Ah oui. Et là, j'étais devenu papa. Et j'ai pas bien dormi pendant quelques temps. C'était l'impasse apparente avant de rebondir. C'est ça. Ouais. Donc là, voilà, j'ai recherché un boulot. Aujourd'hui, honnêtement, je pourrais faire que ça. D'accord, c'est une manière claire de répondre à la question quand même. Je pourrais faire que ça. Alors si je faisais que ça, il faudrait que j'augmente un petit peu ma production encore. Mais je pourrais parce que du coup, voilà, chez Petit à Petit, par exemple, je pourrais faire encore plus de projets. Comme tu l'as dit, voilà, je m'entends bien avec eux, ils aiment bien ma façon de travailler, le fait de suivre, de faire la promotion des albums, d'être là par exemple aujourd'hui, de parler d'eux, enfin bref. Donc, pour autant, donc j'ai une seconde activité. Après, c'est pas caché puisque dans les journaux, enfin voilà, quand on m'interviewe, c'est de notoriété publique. Voilà. Ouais. Donc cette seconde activité, je suis directeur de 3 agences bancaires en fait. Voilà. Donc, rien à voir. Voilà, je suis. Ouais. Mais vous voyez, je les fais travailler aujourd'hui pendant que je vous parle. Et j'aime ça, pas les faire travailler pendant que je vous parle. Et pour le coup, en fait, je dors pas beaucoup, 5 heures par nuit maximum. Ah oui. Et c'est aussi un métier où, comme professeur, on a beaucoup de vacances. Mais parce qu'on travaille beaucoup à côté. Et donc, je fais effectivement 2 journées en une. Et aujourd'hui, j'ai pas du tout envie en fait d'abandonner. Et c'est pas, pour le coup, c'est pas qu'une question d'argent, mais ça me rend plus serein déjà. Et ça me permet aussi, tout à l'heure tu parlais des éphémères ligériennes, qui est une structure que j'ai créée. Eh bien, si j'ai envie de faire... Là, on n'a pas parlé, il y a un aspect de mon travail qu'on n'a pas mis, mais c'est de ma fin. Bah, n'hésite pas, c'est le moment. Ouais, parce que là, on parle beaucoup de BD aujourd'hui, mais je fais aussi des livres jeunesse, et souvent dans les livres jeunesse, je parle du handicap, qui est un sujet vraiment qui est important pour moi. Pour autant, commercialement, c'est un sujet qui est très difficile à porter. Comme chaque mois, j'ai un salaire qui tombe sur mon compte en banque, eh ben, je peux faire des projets qui, commercialement, ne seront pas porteurs, mais pour autant, moi, je vais pouvoir véhiculer quand même ces messages. C'est super important pour moi. Et je peux le faire parce que sur ces projets-là, si ça ne marche pas, tant pis, mais au moins, je l'aurais fait. Et si j'avais que cette casquette d'auteur, eh bien, finalement, je pourrais consacrer moins de temps à ce qui est super important pour moi. Donc voilà pourquoi est-ce qu'aujourd'hui j'aime bien avoir cette double casquette. Et autant quand j'étais jeune, je me disais j'aimerais bien soit être journaliste, soit être auteur. Et bien aujourd'hui je suis auteur et faire que ça. Et je me suis rendu compte que l'année où je n'ai fait que ça, finalement en plus j'ai pas beaucoup plus produit que ce que je fais aujourd'hui. C'est-à-dire que souvent je sors 3-4 bouquins par an. Et en fait je m'ennuyais tout seul chez moi. Je travaillais pas plus. Donc là, en fait, mon équilibre, en fait, j'ai trouvé comme ça aujourd'hui. Et tu vois, on parlait tout à l'heure, je vous ai dit que je suis allé en Chine. Ce festival, j'étais invité 2 mois avant. Aujourd'hui, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que mon employeur, qui a comme logo un petit écureuil, pour ne pas le citer, il sait aussi... On voit pas du tout qui tu veux parler. Il connaît cette seconde activité, il en est même partenaire. Que, par exemple, il faut savoir, il y a son logo qui apparaît sur une de mes dernières bandes dessinées et il va facilement me libérer au besoin quand j'ai... voilà, il y a 2-3 mois, sur RTL, il y a une émission qui s'appelle L'heure du crime qui était consacrée à une de mes BD. Bon, ça, en fait, on le sait 3 jours avant. Ouais. Je peux me libérer, me rendre sur Paris, il n'y a pas de sujet. Mais les délais sont même parfois plus courts. Mais tout va dans le sens de ce qu'on disait tout à l'heure concernant la remarque du couteau suisse. C'est une remarque qui est valide aussi pour ton autre vie professionnelle. Et on voit que tu arrives toujours à combiner les choses de manière à trouver cet équilibre juste qui te... Oui, parce que je suis historien de formation. Qui est aujourd'hui historien? J'étais guide. Oui, et oui, il y a plusieurs vies là, de professionnels
et spirituel. Donc cet équilibre, Julien, toi tu nous l'as bien expliqué, et il est mu par la passion plus que par des intérêts pécuniaires, ce qui t'a mené d'ailleurs à devenir éditeur. C'est ça. Récemment. Tout à fait. Parfait. Merci beaucoup. Je crois que nous pouvons maintenant passer à la troisième partie qui va vous donner la parole à vous, les lycéens. Alors moi je vais passer dans les rangs, vous passez le micro, tout simplement. Donc la parole est à vous. N'hésitez pas à lever la main pour poser des questions. Soyez pas intimidés. J'en ai vu bavarder un peu, je sais qu'ils sont pas timides. On en reparlera plus tard. Vous avez un petit peu de difficulté à vous manifester. J'attends un petit peu. Je crois que vous avez travaillé avec Monsieur Coué, notamment en philo, sur des questions à poser à Julien. Ça vient pas. Alors, peut-être que plus simplement, vous aurez un avantage à descendre plus tard pour parler à Julien qui est à notre disposition cet après-midi. Si vous êtes intimidé par la taille de l'amphi, n'hésitez pas à descendre, tout simplement. Voilà. Oui, super, j'arrive. C'est quoi ton prénom déjà? Arthur. Je te passe le micro. Simplement pour savoir, est-ce que vous travaillez avec un éditeur chinois? Est-ce que vous avez vécu en Chine personnellement et si oui, combien de temps? Du tout. Non, j'ai pas du tout vécu en Chine. Ma seule expérience chinoise, elle a duré 15 jours, le temps de ce festival, et puis après j'ai eu la chance d'être invité pendant 10 jours par mon agent chinois à justement visiter la Chine, la muraille, enfin bref, Pékin, enfin tous les endroits. Et ce qui était super intéressant par contre, et c'est aussi pour ça que je me suis lié d'amitié avec lui, c'est que j'ai pu avoir un discours de vérité avec lui, qui a commencé en fait un soir où alors en fait on était 3 auteurs invités, donc il y avait Carlos Saón avec qui j'ai gardé contact, et puis avec l'auteur argentin, donc voilà, et puis il y avait un dessinateur chinois, anglais qui s'appelle Glyn Dillon, qui a fait une BD qui s'appelle le Naut Brown, qui a été primé à Angoulême, et qui est aussi en fait surtout un storyboarder pour le cinéma, et qui travaille notamment, enfin essentiellement pour Star Wars. Et ce dessinateur a une particularité, c'est qu'il est végétarien. Et donc, pour lui faire plaisir, Ning nous emmène donc dans un très bon restaurant végétarien chinois qui se trouve juste à côté de la place Tiananmen. Et donc, moi, je vois cette place. Est-ce qu'on explique un petit peu ce que c'est? Alors, vas-y. La place. Donc, c'est une place chinoise à haute valeur historique, hein, puisqu'il y a une photo célèbre d'un étudiant qui se dresse tout seul face à un char. Je pense que vous la connaissez, cette photo. Tu nous en diras un petit peu plus, peut-être? En fait, c'est ça. C'est-à-dire que c'est la place Tiananmen, c'est là où il y a le mausolée de Mao. Et donc, je lui dis, ralentis, je veux voir cette place. Et là, il me dit, non, je ne peux pas ralentir. Et donc, du coup, on s'installe au restaurant. Et au restaurant, je lui en reparler. Il m'explique... là, il y avait en fait des officiels chinois, et là, il me dit non, c'est pas le moment, on n'en parle pas. Ah oui. Et en fait, on est rentré chez lui, là, il m'a expliqué en fait que la place Tiananmen, il y avait plein de policiers en civil autour, qu'on ne pouvait pas s'arrêter parce qu'en fait, on était au moment de l'anniversaire de ces événements. En fait, c'était une révolte chinoise, et en fait, en Chine, enfin, vous le savez, mais il n'y a pas de liberté d'expression, et en fait. Si on avait ralenti, clairement, après on aurait été pris en filature et on ne pouvait pas s'exprimer. Et ça, en fait, il m'en a parlé un peu chez lui. Et le moment où on a pu le plus parler de tout ce qui se passait, c'est un matin où il nous a emmenés sur la muraille de Chine, à 6h du matin, où on était tout seul et il savait qu'il n'y avait pas de micro, qu'il n'y avait rien. Et là, on a pu parler en fait de tout ce qu'il avait vécu. Et en fait, cette personne n'a qu'un rêve, c'est de venir vivre en France. Et elle le fera quand ses parents seront partis, en fait, quand ils seront plus là. Et voilà, donc en fait, j'ai un attachement plus à des
personnalité chinoise qu'à la Chine elle-même. D'accord, ça démontre encore une fois la puissance de la bande dessinée comme un média qui traverse les frontières et qui crée des ponts culturels avec un rayonnement particulier de la France, quand même. Tout à fait. Une autre question? Je suis sûr qu'en creusant un petit peu... Ouais, super, j'arrive. Ton prénom, s'il te plaît? Jeanne. Alors on t'écoute. Combien de temps ça vous prend de faire vos scénarios et comment vous viennent vos idées? Les idées, elles viennent tout le temps en fait. J'arrête pas de réfléchir. Enfin, ton cerveau ne s'éteint pas. Oui, non, mais c'est exactement ça. J'arrête pas de me dire, bon, je me calme, j'arrête. On se serait vu il y a 4 mois, je vous aurais dit, non, là, ça y est, je me pose un peu parce que ma femme a envie de me voir un petit peu. Et vous voyez, finalement, aujourd'hui, je suis au bord de signer 4 contrats en même temps chez 4 gros éditeurs. Ouais, c'est beaucoup, hein, c'est vrai que... parce qu'en fait, j'y arrive pas. Et pour rien vous cacher, cette nuit à 2h du matin, j'ai envoyé un mail à un éditeur avec qui j'ai un des projets qui va signer. Tu as répondu tout de suite? Non, lui ne m'a pas répondu parce qu'il devait dormir. Mais en lui disant, bah, tiens, on pourrait créer cette collection-là en album jeunesse plus en BD. Et voilà, donc les idées, elles viennent, ça fourmille tout le temps. Voilà, quand je suis même dans mon bureau un peu plus sérieux, j'ai mon petit carnet à côté de moi. Voilà, ça vient tout le temps. Après, combien de temps ça met, ça dépend. Alors, par exemple, un docu-BD comme celui que j'ai pu faire sur la ville d'Angers, il y a 7-8 mois de travail juste sur l'écriture, hein, parce que on couvre une période historique de 500 ans, il y a 9 chapitres, donc ça va être assez compliqué. Après, quand je vais écrire un bouquin qui s'appelle Léonard le petit lézard pour les enfants, eh bien, en 3-4 jours, l'histoire elle est écrite. C'est-à-dire que j'y réfléchis longtemps, mais une fois que je la couche et que c'est sur le papier, c'est parti, ça va très vite. Oui, puis il faut moins de pages que dans un récit au long cours, dans un petit album pour enfants. Tout à fait. C'est forcément moins chronophage. Exactement. C'est-à-dire que finalement, l'histoire, elle mûrit. Alors, elle va peut-être mettre des fois 6 mois, 1 an, des fois, ça vient en 2 jours. Mais effectivement, une fois qu'on est parti sur la phase rédactionnelle, tu as raison, ça tient sur 2 feuilles à 4, donc ça va beaucoup plus vite. Bien, je vois certains élèves qui vraiment ont plein de choses à dire. Donc peut-être que c'est le moment d'en profiter. Je vous passe le micro, les filles. Non? Ah tiens, curieux. Alors, deuxième question, troisième question. Yes, merci. À toi la parole. Ton prénom? Comment tu le dis? Anna. Vous avez déjà eu le syndrome de la page blanche? Non. La pression. Non. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des fois, ça bloque, mais comme je vous le disais, je travaille sur plein de projets en même temps. Donc, quand ça coince d'un côté, bah, je pars de l'autre et je reviens. Donc, après, en fait, j'expliquais aussi que mon parcours, il est lié à des rencontres. Et aujourd'hui, je travaille beaucoup sur le docu-BD. Le docu-BD, finalement, la part fictionnelle est moins importante que la part historique, puisqu'on raconte des événements qui sont vraiment déroulés. Donc, ce qu'on va inventer, c'est les dialogues. On va inventer un personnage fictif qui va être fil rouge, mais il va raconter un événement qui s'est déjà passé. Donc, il n'y a pas trop de sujets. Enfin, je suis pas trop confronté à ça. Là, par contre, je reviens et je suis heureux et j'espère que ça va voir le jour à de la bande dessinée, pour le coup 100% fictionnelle. Je travaille sur un projet autour du vol de la Joconde, mais où on s'engouffre dans tout un pan voilà, sur lequel on ne sait rien, donc on invente tout. Et donc là, peut-être que je vais être confronté à ça, mais comme j'ai décidé de le coécrire, en fait, le lundi matin, je suis en visioconférence avec une co-scénariste et on travaille comme ça. Donc non, finalement, je ne peux pas être victime de ce syndrome. Merci pour cette question et cette réponse, une nouvelle fois très intéressante. Est-ce que nous avons d'autres questions? Ah, Timéa. Parfait. C'est enfin une de tes élèves, c'est ça? Tu te disais mince. Ils sont tous mes élèves de cœur.
Vous écrivez l'histoire, est-ce que ça vous est déjà arrivé de voir la dessiner? Bah, heureusement que là, il n'y a pas de pupitre et de tablette parce que non, je suis. Non, je dessine plus mal que mon fils de 8 ans, clairement. J'ai pas ce don. Et c'est peut-être pour ça aussi que je suis autant intéressé par la bande dessinée, c'est que ce qui m'a attiré, c'est ce que je savais pas faire. Et non, je sais pas du tout dessiner. Contrairement à votre professeur d'anglais. Voilà. Merci pour ce généreux rappel. Une autre question? C'est pour la vidéo YouTube. Pardon. Il y a 2 bouquins qui me tiennent particulièrement à cœur. C'est le premier, Paroles de mineurs, vous l'aurez compris, puisque j'interroge mon papa et mes 2 grands-pères. Et le deuxième, c'est Lenzo, un grand frère pas comme les autres, qui parle d'un petit garçon qui est trisomique. Voilà, et qui est une histoire vraie aussi. Donc, elles m'ont touché enfin, ces 2 bouquins-là. On enchaîne avec une nouvelle question de Margot. Je voulais savoir quelle a été la bande dessinée ou le livre sur lequel, lequel vous avez été le plus content de la, enfin surpris mais du bon côté quand vous avez vu le résultat. Alors pour le coup, là, la question est super intéressante. Enfin, les autres, l'impression une fois l'objet fini, c'est ça? C'est-à-dire qu'en fait, quand je reçois dans ma boîte aux lettres mon bouquin, quoi, et que j'ai pas encore vu, c'est ça l'idée. En fait, on est souvent déçu. Enfin, je suis souvent déçu parce qu'on voit en fait ce qu'on aurait aimé. Tiens, tu auras une autre question là-bas. Ce qu'on aurait aimé. Oui, chef. Enfin voilà, ce qu'on aurait aimé améliorer. Après, on va dire que d'un point de vue qualitatif, sur l'objet, les 2 docu-BD sur la ville d'Angers, je trouve que c'est des vrais beaux livres. Voilà. On enchaîne avec une question de Paul. Est-ce que vous avez beaucoup de projets qui n'ont pas abouti? Oui. Au départ, surtout, en fait. C'est-à-dire que quand j'étais plus jeune, c'est-à-dire quand j'avais une vingtaine d'années, quand j'ai commencé à écrire, j'ai écrit 7-8 scénarios de bande dessinée qui n'ont pas abouti avant Léa Gralin. Les éditeurs, à l'époque, répondaient systématiquement, ce qui n'est plus forcément le cas aujourd'hui, et ils étaient encourageants. Et il y en a même un jour qui m'a... Enfin, j'ai deux anecdotes. Il y a un jour, il y a un éditeur qui m'a appelé, et je décroche, et il me demande mon âge. Et il me dit « Ah, mais je pensais que vous étiez beaucoup plus vieux parce qu'il y a une maturité dans ce que vous écrivez. » Bon, il ne l'a pas pris pour autant. C'était à l'époque, c'était les éditions Bambou, c'était pour une collection qui existe toujours, Grand Angle. À l'époque, il faisait que de la bande dessinée contemporaine. Et là, c'était un scénario encore de KPDP. Et ce même scénario, comme on m'a dit ça, j'ai essayé, je l'ai envoyé à un dessinateur très connu, enfin très connu, pour les gens de ma génération, qui s'appelle Herman, qui a fait une bande dessinée qui s'appelle Jérémia, Les Tours du Bois Mourir, enfin bref. Un auteur de science-fiction, notamment. Et science-fiction et bande dessinée historique avec Bois Mourir. C'est vrai. Enfin bref, plein de choses. Et je lui ai envoyé, il m'a répondu. Alors je ne sais pas si c'était de la courtoisie, et il m'a dit « Ah, c'est bien, mais j'ai vraiment pas le temps. » Puis c'est à l'époque où son fils commençait à lui scénariser ses albums. Et donc voilà. Et donc au départ, j'ai eu beaucoup de refus. Et après, en fait, comme c'est des rencontres et que finalement, souvent maintenant les projets, je les fais avec les éditeurs, c'est pas forcément quelque chose que j'aurais fait, tout seul, proposé tout seul. Mais du coup, comme c'est de la co-construction, le projet ne sera pas rejeté puisque c'est pas une commande, mais c'est une co-construction. Donc voilà. Oui, l'issue est plus certaine que quand on envoie. Tout à fait. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire, par exemple, hier soir, j'ai envoyé un mail. J'ai une idée de collection. Avant, effectivement, je poussais le truc. Je demandais à un dessinateur de dessiner. Là, j'ai une idée de collection. Soit ça l'intéresse et on va creuser. Soit ça ne l'intéresse pas et on en reste là. Mais j'aurais pas passé des semaines et des semaines à travailler un projet qui verra pas le jour. Très bien, une nouvelle réponse claire de Julien Moka. Est-ce que vous avez encore des questions, les jeunes?
N'hésitez pas, c'est le moment. Hein. J'ai vu une main qui se levait tout à l'heure, qui s'est rabaissée en un quart de seconde. Il ne faut vraiment pas être intimidé. Une fois, 2 fois, 3 fois. Alors, nous allons... Ah, formidable. Chez les jeunes et chez les vieux. Chez les jeunes, eh ben, je ne vois pas de vieux ici. Alors, Madame de Vanoise. Jeune collègue. Bonjour monsieur. Une question me taraudait tout à l'heure en voyant le titre Léa Gralin. Y a-t-il une législation pour emprunter un nom particulier, qui est un nom historique, sur un site historique, par exemple à Nantes? Est-ce qu'il y a une législation là-dessus? J'ai emprunté que le nom, Gralin. Donc Léa Gralin n'existant pas, j'ai pas eu de problématique particulière. Après, non, je ne pense pas, parce que par exemple sur les docu-BD, on parle des personnages historiques et on en fait ce qu'on en veut pour le coup. Donc non, il n'y a pas de problématique particulière. Pas contrainte particulière. Non. Je vous remercie. Et puis parmi vos collaborateurs, je relève le nom de Révison. Oui, quelqu'un que vous avez vu passer ici. Exactement. Tout à fait. C'est donc un ancien professeur d'histoire du collège Montaigne. Exactement. Qui m'a aidé quand j'étais étudiant, en fait. Ma maîtrise et mon master d'histoire, en fait, sont liés à la bande dessinée. Parce que ma maîtrise s'intitulait « Rôle et représentation des personnages féminins et masculins dans la bande dessinée historique ». Donc ça, c'était ma maîtrise. Et mon master d'histoire, c'était la légitimation de la bande dessinée. En quoi est-ce qu'Astérix a été un moteur à cette légitimation, au fait qu'elle soit devenue ce qu'elle est aujourd'hui. Et Luc, qui était donc un ancien professeur de Montgazon, qui a dû partir à la retraite il y a une dizaine d'années, on va dire maintenant, est lui aussi féru d'histoire. Et on a écrit quelques projets ensemble qui n'ont pas abouti. Ça fait partie des premiers projets dont on parlait tout à l'heure. Et donc du coup, quand les éditions de Boré ont fait appel à moi pour lancer cette collection, j'ai eu envie de coécrire une BD avec lui. J'étais aussi son directeur de collection sur 2 ouvrages. Il a été primé en Angoulême. Non. Merci. Alors, est-ce que nous avons d'autres élèves qui seraient intéressés pour poser une question? Juliette, je crois que toi, tu es très intéressée par le côté. Juliette fait partie des élèves qui participent à la paix illustration et narration graphique. Est-ce que toi, en tant qu'élève vraiment intéressé par la narratologie, tu m'avais bien précisé que c'était pas juste le dessin, toi, qui t'intéressait dans ce cours qui est proposé chez nous à Montgazon. Est-ce que toi, tu es particulièrement interpellé par ce que tu as entendu aujourd'hui, puisque comme Julien est scénariste, moi, il y a quelque chose, peut-être, qui pour un élève qui dessine et qui raconte, il y a un maillon, j'ai remarqué, que Julien, lui, ne prend pas en charge en tant que scénariste. Est-ce que tu as remarqué lequel? Qu'est-ce qu'on fait avant de faire une planche de BD? Alors on écrit, mais entre l'écriture et le passage au dessin, il y a le storyboard. Ouais. Et vous avez remarqué, Julien, lui, il ne prend pas ça en charge parce que c'est vraiment. Mais beaucoup de scénaristes avant qui travaillaient comme ça, et vous avez expliqué que le dessin, c'était pas forcément son truc. Voilà, c'est ça. C'est que je suis incapable de storyboarder quoi que ce soit. Même un storyboard, j'y arrive pas. C'est pour ça que, pour le coup, par contre, je peux travailler d'une façon très détaillée. C'est-à-dire que suivant les dessinateurs avec lesquels je collabore, soit je vais mettre 2-3 lignes en haut de page pour expliquer l'ambiance que je souhaiterais ou que je vois dans la page, ou alors, par exemple, pour Gérald Fortin, avec qui on a fait Pauline Buisson et puis les pieds nickelés, lui, il avait besoin que je le guide énormément. C'est-à-dire que chaque case était très détaillée, donc je devais tout raconter case par case. Mais par certains dessinateurs sont plus autonomes que d'autres. Et tu as une manière plus, encore une fois, gaussinienne de voir les choses avec les fameux tapisseries gaussiniens qu'on peut observer à chaque expo dédiée à Astérix. Très bien. C'était une intervention un peu forcée. Parfait. Alors, on va pouvoir
peut-être passer à la séance de dédicace. Je sais que Mme Brouillard a une sélection des albums de Julien Moka au CDI, que vous aurez tout le loisir de consulter. Évidemment, en plus on aura la chance d'avoir un petit message personnalisé. Si vous avez apporté des albums de chez vous, bah, n'hésitez pas à passer en bas de l'amphi. Et puis, Julien est très très intéressé aussi par vos remarques peut-être plus personnelles ou vos questions en individuel. Donc n'hésitez pas à venir. Moi, pendant ce temps-là, je vais passer à la distribution des lots, puisque certains et certaines d'entre vous ont la chance de recevoir aujourd'hui quelques albums et mangas de notre partenaire 48 heures BD, qui, rappelons-le, se déroule aujourd'hui et demain dans toute la France et la Belgique. Et c'est donc grâce à cet événement que nous avons pu faire venir Julien aujourd'hui et vous faire gagner de beaux albums.